Merci d'être resté pour Allo Docteur. Si vous aimez les balades en forêt, surtout si vous avez déjà été piqué par une tique, cet Allo Docteur est fait pour vous. Cette petite bête que vous voyez là est particulièrement vorace, présente un peu partout en France. Les tiques peuvent par une simple piqûre transmettre des bactéries, les Borrelia, responsables de la maladie de Lyme, qui touche chaque année près de 27 000 personnes en France, du moins officiellement. Oui, une plaque rouge, signe de l'inflammation, apparaît souvent sur la peau à l'endroit de cette piqûre. C'est ce qu'on appelle un érythème migrant. Et c'est souvent des semaines, voire des mois plus tard, que les signes de la maladie apparaissent sous forme de syndrome grippal, des fièvres, courbatures, une grosse fatigue. À ce stade, la prise d'antibiotiques suffit à traiter l'infection. Le problème, c'est que ces symptômes sont assez atypiques, ils passent souvent inaperçus. Les conséquences peuvent alors être plus graves parce que la bactérie va envahir l'organisme. Et certains malades vont se plaindre de vertiges, de problèmes articulaires, neurologie, parfois cardiaques. Tous parlent d'une grande souffrance physique, on va le voir avec notre témoin. Et plusieurs années après la morsure de tique, il est difficile de faire le lien entre ces symptômes et la maladie. Un retard diagnostic aux conséquences parfois dramatiques pour les malades. Oui, puisque sous sa forme chronique, celle qui s'inscrit donc dans la durée, le traitement de la maladie de Lyme est nettement plus compliqué. Comment faire ce diagnostic? Est-ce que les tests sanguins utilisés en France sont totalement fiables? En quoi consistent les traitements? Et où en est la recherche? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Christian Perronne, bonjour. Bonjour. Infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et vice-président de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. Et avec nous, Judith Alberta. Bonjour Judith. Bonjour. Alors, les piqûres de tiques, vous en aviez quand même l'habitude dans votre enfance. Vous avez été piqué assez souvent quand même. J'ai été piquée assez souvent. Alors dans mon enfance, je n'en ai pas vraiment à la mémoire, mais surtout à l'âge adulte. Effectivement, j'ai eu de très nombreuses piqûres de tiques et je pense que probablement une partie de la transmission de la maladie vient de là. Et donc, vos problèmes ont démarré en 90. Alors en 90, oui, j'ai été prise un petit peu quelques années avant par de nombreux vertiges, des vertiges extrêmement invalidants, des symptômes grippaux, un vrai faux zona, mais qu'on n'a pas du tout su objectiver. Et puis, d'année en année, sur la décennie qui s'est passée ensuite, qui s'est déroulée ensuite, il y a eu d'autres symptômes, notamment des problèmes de déglutition. Donc, le médecin m'a envoyé chez un ORL qui m'a dit « Madame, vous êtes angoissée ». Bon, j'avais pas vraiment parce que tous les symptômes que vous décrivez ont été explorés quand même. Ah oui. À chaque fois que vous aviez un vertige, c'était des bilans. Oui, bien sûr. Tous les symptômes entraînaient des... Et puis personne, finalement, ne pense à la maladie de Lyme. Non, personne n'a pensé à la maladie de Lyme, alors qu'en 88, j'avais été mordue par une tique que j'ai retrouvée dans le nombril. Je me réveille un matin et après une balade en forêt, je pense à peu près 48 heures plus tard, j'ai une espèce de monstre qui me sort du nombril, qui m'a réveillée, je me grattais dans le lit, je me dis mais qu'est-ce que j'ai dans le nombril? Et quand j'ai vu cette espèce d'horrible chose qui sortait de là, je me suis dit... Gorgée de sang. Gorgée de sang, complètement. Je suis allée voir le médecin. Le médecin, naturellement, on ne peut pas mettre un tire-tique. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en avait à l'époque, mais le médecin a attrapé un scalpel pour essayer d'enlever la tique, tant bien il pouvait. Il a mis de l'alcool dessus en me disant, voilà, madame, c'est fini. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, je faisais un vrai faux zonage, j'avais des vertiges, enfin voilà. Et on n'a jamais pu objectiver quoi que ce soit. Et j'ai continué d'année en année à péricliter. Et ça s'est effectivement nettement aggravé 10 ans plus tard, c'est ça, en 2000? Oui, en 2000, de nouveau une grosse période de vertige. Et puis après, quelques années plus tard, des douleurs articulaires, notamment au niveau de la colonne vertébrale, les lombaires. Il faut qu'on comprenne, vous étiez vraiment extrêmement handicapé, vous ne pouviez plus travailler. Ah ben oui, là j'avais arrêté de travailler, oui, j'avais arrêté de travailler pendant 8 mois. J'étais vraiment extrêmement handicapée. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas travailler quand on a des vertiges comme cela. Surtout que vous étiez pilote. Oui, là, surtout que j'étais pilote, oui. Et puis maman d'un enfant dont il faut s'occuper, enfin voilà, c'est compliqué. Et puis... On fait quand le diagnostic? Le diagnostic, il a été fait en 2010. 20 ans après les premiers signes? Oui, 20 ans, et largement. Et en plus, c'est même pas un médecin qui a pensé, c'est une de vos amies. C'est une amie, voilà, c'est une amie qui elle-même avait été diagnostiquée positive pour la maladie de Lyme, qui me dit que tu devrais faire un examen. On avait déjà fait un examen précédemment qui s'était révélé légèrement, douteux, on va dire, mais proche du positif. Mais bon, le médecin avait écarté quand même la piste de la maladie de Lyme puisque ce n'était pas franchement positif. On reparlera de ces examens et de leur fiabilité, mais... Comment on peut comprendre quand même qu'il faille 20 ans pour faire un tel diagnostic et ça concerne beaucoup de malades, hein. C'est pas du tout une exception. Judith se souvient de sa piqûre de tique, mais quand on regarde, 70% des gens qui ont une vraie maladie de Lyme, même prouvée par la sérologie actuelle, qui n'est pas parfaite, mais enfin bon, elle existe,
n'ont aucun souvenir de la piqûre de tique. Parce que les grosses tiques qui se gorgent de sang, qui gonflent, on peut les voir, bon, sauf si elles sont bien cachées dans la tête ou dans l'arrêt des fesses. Mais il y a des petites tiques, les bébés, les nymphes qui font 2 mm, on ne les voit pas. Et donc beaucoup de gens ne se souviennent pas. Et puis après, la belle photo que vous avez montrée de la cocarde autour de la piqûre, ça, c'est très bien quand elle est là. Alors, on dit officiellement qu'elle est là dans 75-80% des cas, mais il y a des études qui disent qu'elle est là plutôt peut-être dans 25% des cas. On n'a pas d'idée de chiffre très précis, mais il est clair qu'au moins une fois sur deux, il n'y a pas cette rougeur. Donc, si vous n'avez pas été piqué par une tique, vous n'avez pas la rougeur caractéristique. Alors, justement, la question. Voilà. J'ai été piqué par une tique, ça, elle le sait, Mireille. Que dois-je faire? Quels signes doivent m'inquiéter? Alors, si vous êtes piqué par une tique et vous êtes en bonne santé, pas immunodéprimé, pas une femme enceinte, vous la retirez convenablement. Et je rappelle qu'il faut dévisser la tique, pas l'arracher sauvagement, sinon ça se casse, avec un tire-tique. Après, vous désinfectez avec de l'alcool ou un antiseptique et vous surveillez. S'il n'y a rien, une petite rougeur transitoire qui dure moins de 2 jours, c'est pas grave. Ça peut être des allergies à la salive de la tique. Mais s'il s'installe cette rougeur qui va en grossissant, il faut immédiatement aller voir votre médecin. Et là, il faut exiger, là je pèse les mots, c'est exiger du médecin, parce que souvent il ne veut pas, parce que la Sécu lui tape dessus s'il donne des antibiotiques, sans aucun test sérologique. C'est la recommandation officielle française, internationale. Il faut donner un traitement antibiotique systématique pour toute rougeur après piqûre de tique ou retour d'une promenade. Tous les antibiotiques? Alors, c'est l'amoxicilline qui est très banale. Donc, le plus simple. Et au minimum, j'insiste là aussi, 4 grammes par jour, parce que le consensus français avait dit 3 grammes, ce qui était une mauvaise dose. La dose officielle, c'est 4 grammes, pendant minimum 2 à 3 semaines. C'est un gros traitement. Et la plupart des médecins, malheureusement, soit ne traitent pas en disant, c'est rien, c'est une petite plaque d'eczéma, et puis tartine un peu de et même quand ils pensent effectivement que ça peut être une maladie de Lyme, il y en a qui ne sont pas d'accord pour traiter aussi longtemps et à ces doses-là. Alors, il donne 1,50 gramme d'amoxicilline au lieu de 4 grammes, il donne 5 jours au lieu de 2 à 3 semaines. Et j'ai même vu, c'est scandaleux, mais je l'ai vu récemment parmi mes malades, des caisses d'assurance maladie qui ont fait des pressions confraternelles, comme on dit, auprès des pharmaciens et des médecins pour faire modifier les ordonnances en disant vous donnez beaucoup trop d'antibiotiques pour un érythème migrant. Et ça, c'est très grave, puisque si on ne traite pas convenablement au stade primaire, où là on peut espérer guérir la maladie très tôt, eh bien on va avoir des milliers de personnes avec les stades secondaires. Alors, à long terme, ça coûte très cher à la sécurité sociale en l'occurrence. Juste une précision pour expliquer aux gens, l'amoxicilline, on va en citer qu'un, c'est le Clamoxyl par exemple, que les gens connaissent. 4 grammes, c'est pratiquement le double des doses qu'on donne pour traiter une infection, une angine, un rhume, n'importe quoi. Donc c'est des doses importantes et normalement on traite 8 à 10 jours un traitement antibiotique classique. Là, il faut donner 3 semaines. Sinon, ça sert à rien. 2 à 3 semaines, sinon ça sert à rien. Alors, on parlait de ces tests, Jérôme, qui dit j'ai eu une piqûre de tique, un rond rouge autour, la grippe, tous les tests sont négatifs. Ai-je la maladie de Lyme? Est-ce qu'on peut avoir la maladie de Lyme avec des tests négatifs? C'est ça le problème. Bien sûr, parce qu'à cette phase primaire, la sérologie est presque toujours négative. C'est pour ça que les recommandations officielles disent ne faites surtout pas la sérologie. Malheureusement, beaucoup de médecins, comme ils se font taper dessus s'ils donnent des antibiotiques, ont un peu la peur et disent aux malades ok, bon, je veux bien que ce soit la maladie de Lyme, mais on va d'abord vérifier, faire une sérologie. Là, c'est une erreur parce qu'elle est négative. Donc après, on dit aux malades voyez bien, c'est pas ça. Alors là, dans l'exemple de cette personne, elle dit déjà j'ai un érythème migrant, la tache rouge, mais en plus j'ai de la fièvre. Donc avoir de la fièvre, c'est qu'il y a déjà une dissémination dans tout le corps, c'est déjà une phase secondaire. Et là, c'est plus 4 grammes c'est minimum 6 grammes. Et ça, c'est la dose du dictionnaire Vidal des médicaments. C'est pas moi qui l'invente, c'est la dose officielle. C'est 6 grammes par jour d'amoxicilline pendant minimum 3 semaines. Donc voilà, ce monsieur devrait recevoir ça. Et est-ce qu'après, si la maladie se chronicise, les tests sont forcément positifs? Est-ce qu'un test négatif ou douteux, ça élimine la maladie? Alors, malheureusement, non, parce que, bon, je jette pas la pierre. À l'époque, il y avait un petit groupe d'experts aux États-Unis quand ils ont découvert la maladie. La culture de la bactérie à partir des tissus est très difficile. On peut la faire, mais il faut un laboratoire spécialisé. On ne peut pas le faire en routine. Donc la sérologie, c'est beaucoup plus pratique. On recherche les anticorps que le malade a produits. Simplement pour une sérologie, il faut calibrer les tests sur des populations de malades où on est sûr que c'est des malades et des personnes en bonne santé. Par exemple, les donneurs de sang, on est sûr qu'ils sont en bonne santé. Pour le Lyme, on ne sait pas qu'il y a le Lyme chronique. Vous avez peut-être mal aux genoux, mal à la tête, des tas de trucs cardiaques, on n'en sait rien. Donc en fait, ils ont été incapables de calibrer. Donc ils l'ont fait un peu au pifomètre, mais au lieu de l'avouer en disant bon, on ne savait pas. Et ce qui est dramatique, c'est que ça a été officiellement calibré sur les donneurs de sang en bonne santé. Donc j'ai appris au moment du consensus français qu'on calibrait une sérologie sur les gens en bonne santé. Ça paraît bizarre. Et ils ont mis un plafond, c'est-à-dire qu'il est interdit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, publié. On doit calibrer pour ne jamais dépister plus de 5% de séropositifs
dans une population de donneurs de sang dans une région. Alors ça pouvait s'expliquer peut-être à l'époque, c'était une maladie rare. Quand je leur avais demandé mais pourquoi vous faites ça, ils m'ont dit sinon on aurait beaucoup trop de malades. Oui, c'est une explication scientifique. Alors calibrer, pour expliquer aux gens, calibrer, c'est pour faire des tests, on se base, il faut bien que le test devienne positif à partir d'une certaine quantité, concentration, etc. Et le calibrage, c'est ça. Voilà. Soit ça devient positif au-dessus, soit pas. Judith, les antibiotiques, vous connaissez ? Vous en avez pris. Alors, vous avez pris ces antibiotiques là pendant les 3 semaines. Ça a duré 13 mois. Alors, moi, je n'ai pas pris les antibiotiques pendant 3 semaines, puisqu'il a fallu 20 ans pour détecter ma maladie. Ouais. Mais une fois que c'est diagnostiqué. Une fois que ça a été diagnostiqué, donc j'ai eu affaire à un infectiologue à Paris qui m'a donné 4 semaines d'antibiotiques, effectivement en injection intramusculaire. J'ai eu une amélioration très nette, indéniable, pendant très rapidement, qui a duré 2 mois. Et au bout de 2 mois, ça a été la catastrophe. En fait, j'ai rechuté. Voilà. Et donc, j'ai consulté un autre médecin, puisque cet infectiologue m'avait dit, écoutez, si vous rechutez, vous ne devriez pas rechuter. Si vous rechutez, c'est qu'il y a autre chose. Donc, allez chercher autre chose. Et je lui ai demandé si je devais retourner le voir. Il m'avait dit non. Donc, je suis allé voir quelqu'un d'autre qui fait partie d'un groupe de médecins qui est connu aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Chronimed, et qui m'a donné des associations d'antibiotiques, en fait, donc, et d'anti-infectieux à large spectre, on va dire, et sur une première période de 13 mois. Puis là, j'étais vraiment très très bien. C'est ce que je décris d'ailleurs dans le premier livre que j'ai écrit. J'ai eu vraiment une grosse crise de guérison. Et c'était en janvier 2012. Mais 3 mois plus tard, malheureusement, je rechute. Et de rechute en rechute, en fait, voilà, j'ai eu comme ça plusieurs périodes. Au total, 22 mois d'antibio. Et puis, voilà, j'ai repris le relais avec des thérapies alternatives dans lesquelles je suis d'ailleurs depuis là. On va voir dans quelques instants un sujet, juste pour terminer sur les tests. On nous demande pourquoi on dit que les tests utilisés en France sont inefficaces, à l'inverse de ceux utilisés en Allemagne. Alors, en fait, les recommandations officielles en France, en Allemagne, dans toute l'Europe sont les mêmes. La grosse différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est décentralisée, la santé est gérée dans chaque land, c'est les régions allemandes. Et il n'y a pas un conseil de l'ordre national ou une caisse d'assurance maladie nationale qui peut persécuter les médecins qui demandent des tests un petit peu en dehors des recommandations. Donc en Allemagne, les médecins sont très libres. Ils peuvent faire les tests qu'ils veulent. C'est pas qu'ils sont efficaces, c'est en fait qu'ils le font beaucoup plus. Voilà, il y a beaucoup de tests beaucoup plus sensibles qui sont connus, basés sur des références scientifiques, mais qui ne sont pas autorisés officiellement. Ils peuvent le faire. C'est l'énorme différence. D'accord. Alors, on va se rendre maintenant à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, que vous connaissez un peu, où de nombreux patients sont traités pour des cas de maladie de Lyme. Beaucoup d'entre eux ont connu des mois, voire des années d'errance de diagnostic, comme Judith, et ce, malgré l'existence de tests pour cette maladie. C'est le cas de José qui a été diagnostiqué il y a 4 ans. Il vit dans l'Est de la France et se rend 1 à 2 fois par an pour une consultation de suivi de sa maladie. Reportage Victor Ménial, Claude Pabellec. À 43 ans, José est atteint de la maladie de Lyme. Piqué par une tique lorsqu'il avait 10 ans, l'érythème qui a suivi n'a pas particulièrement attiré l'attention de ses parents. À l'époque, on ne connaissait pas du tout la maladie. Et bien des années plus tard, on était en avril 2010. Là, une grosse fatigue est arrivée. Et du jour au lendemain, on est planté au lit. On ne sait plus quoi faire, on ne tient plus debout, on a des vertiges très conséquents où la station debout est impossible. Voilà. Donc là, on commence ce concours de combattants, de médecin en médecin, on cherche, et au final, on vous dit, monsieur, vous n'avez rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce diagnostic ? On y va. Après 2 années d'errance médicale, un diagnostic est enfin posé. Et aujourd'hui, comme 2 fois par an, José se rend chez un spécialiste pour une consultation de suivi. L'occasion pour le médecin de faire un bilan sur tous ses symptômes. Il y a eu un moment une atteinte cardiaque. J'en ai en ce moment. D'accord, qui est revenu. Qui est revenu. Avec des palpitations et des troubles. Palpitations et des pics. D'accord. Ça tire. Vous avez aussi un épisode d'ophtalmo. Oui. J'ai des corps étrangers qui flottent. Ça flotte, ouais, d'accord. Tout à fait. C'est un nouveau symptôme qui est apparu. Là. Votre douleur, vous la chiffrez de 0, aucune douleur, à 10, c'est insupportable. Ça peut atteindre des niveaux très élevés. Tout à fait. Qui montraient à combien ? 8, 9. C'est des contractions, c'est des douleurs à l'effort ou c'est des... On va dire c'est comme si je courais un marathon en continu, quoi. Des symptômes très invalidants qui ont contraint José à arrêter de travailler. Mais d'un patient à un autre, la maladie peut prendre des formes très variées, surtout si elle n'est pas décelée à temps. Ça déclenche rien, là non plus. Un peu, ça tire. Un peu, ça tire derrière. Tout à fait. Il n'y a pas de tableau typique. Il y a des gens qui vont avoir essentiellement des manifestations cutanées. On peut avoir des manifestations douloureuses articulaires. En Europe, malheureusement, on n'a pas de chance, on a une bactérie Borrelia qui est peut-être plus invasive et qui donne davantage une atteinte neurologique profonde associée à des douleurs musculaires, associée à cette grande fatigue
que la plupart des patients ne comprennent pas. Analyse de sang régulière, IRM fonctionnelle pour suivre l'évolution de la maladie. José alterne également depuis 2012 des traitements antibiotiques et anti-inflammatoires pour diminuer tous ces symptômes. En ce qui concerne l'atteinte neurologique, vous vous sentez mieux? Quand même mieux. Sur la mémoire, quel sur la mémoire immédiate, il y a quand même du mieux. L'idée, c'est qu'on fasse un point sur un traitement d'entretien qui vous permette d'avoir de moins en moins de symptômes sans avoir non plus les effets secondaires d'un traitement antibiotique trop prolongé. Les traitements sont limités dans le temps pour les raisons logiques. On ne peut pas prendre des antibiotiques de façon prolongée. Il y a des effets secondaires, il y a l'émergence de résistance. Et puis, certaines molécules semblent être plus efficaces que d'autres. Et là, c'est vraiment l'enjeu de la recherche clinique que de déterminer quelles seront les molécules qu'il va falloir proposer avec la meilleure efficacité. Si en 4 ans, l'état de santé de José s'est beaucoup amélioré, difficile pour les spécialistes de dire s'il est en voie de guérison, aucun test ne permet aujourd'hui d'établir avec certitude que Lyme n'est plus présente dans l'organisme des malades. Virginie nous demande si la maladie peut être transmissible sexuellement. Alors, il y a une suspicion, parce qu'il y a très peu d'études malheureusement, parce que comme c'est une maladie où il y a eu très peu de recherches en général. Donc il y a quelques rares publications qui disent qu'on a trouvé de faibles quantités de Borrelia dans le sperme, dans les sécrétions vaginales. Moi, j'ai la conviction, à partir de l'expérience avec quelques couples, où il y a très vraisemblablement une transmission à l'intérieur du couple par voie sexuelle. Mais malheureusement, ça a été très peu évalué. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de santé publique prioritaire, parce que je pense que la tique est vraiment, elle est très chargée, elle inocule massivement. Il y a probablement un peu de transmission sexuelle. Mais ceci dit, pour rassurer, je dirais qu'on est tous un peu porteurs de ce genre de bactéries, de parasites. On transmet beaucoup de choses par voie sexuelle. C'est vrai que c'est rassurant. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, on n'a plus de relations sexuelles. Bah non, bah c'est ça. Donc vous avez raison de rassurer. Non, mais je veux dire, je pense que ça mériterait d'être étudié beaucoup plus sérieusement que ça ne l'a été. Je pense que ça existe, mais je ne sais pas si c'est vraiment le phénomène majeur, quoi. Transmission mère-enfant lors d'une grossesse, mythe ou réalité? Alors ça existe, ça a même été publié aux États-Unis il y a très longtemps. Il y a eu encore très peu d'études, mais enfin là c'est largement prouvé. Alors c'est surtout quand la femme, pendant la grossesse, fait une maladie évolutive, surtout avec de la fièvre, une atteinte diffuse. Et on sait que des enfants sont nés dans ces conditions. Alors il y a eu des fausses couches spontanées et des enfants qui sont nés avec des gros problèmes de santé. Je connais des mamans qui ont été très malades pendant la grossesse, il y a pas mal d'années, et dont les gamins sont malades depuis la naissance. Et maintenant ils ont 15 ans, 20 ans. Donc ça a été prouvé. Ça existe, mais là encore, il y a très peu d'études parce que la maladie Lyme n'est jamais étudiée. Gérard demande si vous pourriez parler des atteintes au cerveau dont les symptômes peuvent être confondus avec ceux d'Alzheimer. Alors effectivement, beaucoup de personnes, et même assez jeunes, et quelquefois assez rapidement après la piqûre de tique, développent des troubles de mémoire, des troubles de concentration. Moi, je vois des cadres dynamiques qui étaient en pleine forme, qui sautaient d'un avion dans l'autre et qui d'un seul coup disent « je suis comme un légume, je suis fatigué, j'arrive plus à me concentrer, qu'est-ce qui se passe ?» Quand on étudie bien, on peut trouver des anomalies objectives, quelquefois à l'IRM du cerveau, l'imagerie, ou dans des tests neurologiques un peu sophistiqués. Donc ces troubles de mémoire existent. Alors le lien avec la maladie d'Alzheimer, c'était publié il y a plus de 30 ans, c'était republié il y a pas mal d'années par Judith Miklosi en Suisse. Une nouvelle équipe qui vient de publier à Philadelphie aux États-Unis. Il y a de façon indéniable certains cas de maladie d'Alzheimer qui sont dus à des maladies de Lyme tardives, comme faisait la syphilis autrefois qui donnait des démences. Alors tous les Alzheimer ne sont pas dus à Lyme, ça peut aussi être dû à d'autres bactéries spiralées qui ressemblent au Borrelia de la maladie de Lyme, mais il y a de plus en plus de données scientifiques pour dire qu'il y a un lien très fort entre certaines infections chroniques, dont le Lyme, mais il y en a d'autres, et la maladie d'Alzheimer. Il faut être prudent parce que quelqu'un qui a 80 ans, qui a un Alzheimer, on sait que quand la maladie d'Alzheimer est déjà bien déclarée, il y a une réduction de la masse cérébrale. Les antibiotiques à ce stade-là ne vont rien faire probablement, sauf si on est très jeune. D'ailleurs, il y a eu un témoignage récent d'une jeune femme qui a eu l'Alzheimer à l'âge de 45 ans, qui a guéri avec quelques mois d'antibiotiques, mais ça c'est un petit peu l'exception. Mais voilà, donc il y a certainement un lien, mais ça mériterait beaucoup plus de recherche. Combien de bactéries pathogènes et de virus différents une tique porte-t-elle? Les connaît-on tous? Demande Vanessa. On l'a vu, la tique est une vraie poche. En une morsure, elle peut transmettre plusieurs maladies, virus ou bactéries. Lyme en tête, mais d'un patient à l'autre, les signes cliniques de la maladie ne sont pas toujours les mêmes. Et les tests sont parfois négatifs, alors que les patients sont bel et bien infectés. Pour mieux diagnostiquer Lyme et surtout pour mieux traiter la maladie, des chercheurs s'affairent. Leur objectif, travailler sur les co-infections, c'est-à-dire les différentes bactéries, virus ou maladies que la tique véhicule. Reportage, Victor Ménial, Maxime Soulard.
Un carré de tissu blanc qui balaye les herbes hautes. Un piège intrigant pour un gibier qui l'est tout autant. Il y a des tiques à l'affût sur la végétation. Elles viennent se coller au drapeau. Et donc là, on les récupère pour ensuite les ramener au laboratoire et les analyser. Car cette petite bête qui peut s'accrocher à la peau lors d'une balade en forêt n'est pas toujours inoffensive. La morsure de certaines d'entre elles peut engendrer la maladie de Lyme. Objectif pour ces chercheuses, identifier tous les agents pathogènes dont chaque tique est porteuse. Et pour cela, direction le laboratoire. D'abord, on va les laver pour les décontaminer et puis pour enlever tous les micro-organismes qui pourraient se retrouver à la surface de la tique. Parce que nous, ce qu'on veut analyser, c'est les micro-organismes qui sont à l'intérieur de la tique et qu'elle peut transmettre. Et les bactéries, microbes ou virus que chaque tique porte en elle sont bien localisés. Les agents pathogènes, pour qu'ils puissent être transmis par les tiques, il faut qu'ils passent par les glandes salivaires de la tique. Normalement, ils sont dans les glandes salivaires ou dans le tube digestif de la tique et puis ils vont aller migrer vers les glandes salivaires. Mais pour éviter de disséquer chaque tique afin de prélever ces glandes salivaires, les chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode d'extraction. Grâce à des microbilles, les tiques sont broyées une à une afin que leur ADN puisse être recueilli. Et ensuite, on va centrifuger et ensuite, on va pouvoir récupérer grâce à un liquide particulier qui va permettre de détacher l'ADN qui est sur la colonne et de le récupérer dans ce tube. Lorsqu'on a l'ADN de la tique, on a l'ADN de la tique, mais aussi l'ADN des micro-organismes qu'elle transporte. Donc ensuite, on va aller rechercher de manière spécifique les ADN de micro-organismes dont on le sait qu'ils peuvent être pathogènes pour l'homme ou l'animal. 8 souches différentes de Borrelia, responsables de la maladie de Lyme, mais aussi 30 autres bactéries pathogènes associées sont ainsi scrutées. L'idée, en fait, c'est d'utiliser ce genre de technique pour les appliquer en fait à des prélèvements humains, à l'homme, et essayer d'identifier chez des gens pour lesquels le diagnostic de la maladie de Lyme n'est pas très clair, pour voir s'il y a d'autres agents pathogènes justement qui peuvent être soit en association avec les Borrelia ou qui sont seuls présents dans ces malades. Pour cette chercheuse, mieux comprendre les co-infections bactériennes dans les cas de maladie de Lyme pourrait être une des clés pour mieux traiter certains malades qui ne répondent pas ou peu au traitement antibiotique classique. Ils sont broyés sans être anesthésiés. Ah oui, elle est terrible, Muriel. Il y a Brigitte Bardot qui va nous appeler. On nous demande combien de malades atteints par cette maladie pourraient ne pas être diagnostiqués faute de tests efficaces. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Alors, officiellement, on diagnostique quelques dizaines de milliers de cas en France, mais il y en a probablement en minimum 10 fois plus, voire beaucoup plus quand on connaît les résultats de la sérologie. On a bien vu aux États-Unis, si on peut faire le parallèle, officiellement jusqu'à une période récente, on disait 30 000 nouveaux cas par an aux États-Unis. Ils ont changé les critères, ils ont autorisé qu'on fasse ce qu'on appelle le test Western Blot dans notre jargon, qui est un test de deuxième ligne après le test de première ligne ELISA. Et maintenant, au lieu de 30 000, c'est minimum 300 000 cas par an qui sont officiellement reconnus aux États-Unis. Donc je pense que c'est largement sous-estimé. Et avec une collègue belge qui a étudié la fréquence de contamination des tiques en Europe, et puis il y a certains pays européens qui déclarent les érythèmes migrants, on a pu faire une estimation. On pense qu'il y a au minimum 1 million de nouveaux cas par an en Europe de l'Ouest de maladie de Lyme. Et que la maladie due à la Borrelia burgdorferi au sens strict et pas les maladies associées. Judith, autant de traitements antibiotiques et autres pendant des mois et des mois, ça secoue pas un peu l'organisme? Je pense que ça secoue l'organisme, oui, mais je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est pour le malade, je pense qu'il ne faut pas considérer que la partie anti-infectieuse, il faut considérer également la charge toxique globale du patient, il faut également concerner son terrain, dans quel état est-il, est-ce que la maladie ne se révèle pas dans un terrain qui est complètement déplémenté? Moi, c'est vraiment la question que je pose. Après avoir passé 4 années auprès des malades dans une association, une très grosse association que j'ai créée en France, en 2012, et voilà, je crois qu'il y a vraiment des recherches à développer là-dessus, de façon à ce qu'on sache un petit peu ce dont souffrent les gens. Vous pensez qu'il y a une omerta? Parce que le professeur Perron, il n'a pas prononcé le mot, mais oui, on en avait déjà parlé ensemble, mais il y a une omerta sur la maladie de Lyme en France. Je parle de déni, d'omerta et d'incurie, oui, clairement. Pour des raisons économiques? Je pense que ça dépasse même l'économique, oui. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin voilà, je pense qu'on n'a pas non plus toutes les informations, mais je pense que ça dépasse l'économique. En 2012, quand j'ai créé cette association qui s'appelle Lyme sans frontières, j'ai demandé une audience à la ministre de la Santé. Nous avons été reçus 3 fois en audience auprès du ministre de la Santé, dont 2 fois d'ailleurs avec notre avocate. Et voilà, on leur a fait comprendre qu'il fallait arrêter de jouer avec les gens et qu'il fallait vraiment les écouter. Il y a un manque d'écoute qui est absolument terrifiant auprès des
malades. Les malades sont humiliés, sont rejetés, ils sont déviés vers la psychiatrie et on n'a pas de solution pour eux. Voilà. Vous vouliez juste présenter un livre dont on a reçu d'ailleurs un des co-auteurs l'autre jour. En fait, il y a un livre qui vient de sortir actuellement, donc il y a 4 semaines, qui s'appelle L'affaire de la maladie de Lyme, qui a été écrit par Roger Langlais et Chantal Perrin. C'est Roger Langlais qui est venu nous Chantal présenter. Perrin avait fait un film qui s'appelle Connecticut Attack, qui est remarquable, et ce livre-là, aujourd'hui, ouvre la porte sur le scandale. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur la pollution intérieure. Voilà, vous passez un très bon week-end. On vous retrouve lundi à 13h40. Merci. Au revoir, bon week-end.